À son arrivée sur les lieux d'une intervention dans une luxueuse demeure, la jeune ambulancière Sophie resta stupéfaite. Au sol gisait son mari, inconscient. Pourtant, il était censé être en voyage d'affaires. « Je vais être franche avec toi », murmura Élise Dupont en servant le café. Elle ajouta à voix basse. « Le travail ne manque pas, mais il nous paie comme si on était à mi-temps. Ça fait longtemps que je serais partie si ce n'était pas pour les crédits et les enfants. » « Ah, pour moi n'importe quel salaire est mieux que rien », soupira Sophie en enfilant rapidement sa blouse, anticipant les questions indiscrètes de sa collègue. « Tu travaillais où avant ?» demanda Élise. « Dans l'ambulance. »« Pas mal. J'ai entendu dire que là-bas, les gens s'achètent des voitures et des appartements sans avoir besoin d'hypothèque. »« Je ne dirais pas ça, » répondit Sophie en jetant un œil à l'horloge. « Bon, la pause déjeuner est finie, je dois y aller. » « Reste encore 5 minutes, on a le temps jusqu'à cet après-midi. Pourquoi as-tu quitté l'ambulance ?»« Il y a eu une raison et franchement, je préfère ne pas en parler. C'est personnel. »« Allez, » insista Élise Dupont, « tu peux me le dire. »« Disons que oui, c'était personnel, » répondit Sophie avant de terminer son repas à la hâte et de se diriger vers son cabinet, laissant sa curieuse collègue intriguée. Élise brûlait d'en savoir plus sur le passé de la nouvelle médecin, sa vie personnelle, son mari, ses enfants et d'autres détails croustillants. Bien que Sophie n'était pas enthousiaste à l'idée de commencer les consultations de l'après-midi, elle préférait travailler plutôt que d'esquiver des questions et cacher ce qu'elle ne voulait partager avec personne. Il ne faisait aucun doute que si Élise apprenait quoi que ce soit, toute la clinique serait au courant en un rien de temps. « Je commence dans 10 minutes. » sourit Sophie au patient assis dans le couloir face au cabinet médical. Il y avait toujours beaucoup de monde. Sophie n'eut même pas le temps de s'asseoir que son téléphone sonna. Elle regarda l'écran et hésita quelques secondes avant de répondre. C'était Thomas. Et bien que rien n'indiquait un problème, quelque chose, au fond d'elle, lui provoqua un étrange sentiment d'inquiétude. « Sophie, j'ai des nouvelles, mais elles ne vont probablement pas te plaire, » dit Thomas. Encore un voyage d'affaires, devina Sophie. Sophie, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que je peux faire? Demanda-t-il calmement. Il faut y aller de toute urgence. Je pars tôt demain matin. Demain matin? Mais on a des billets pour le théâtre demain soir. On attend ça depuis 1 mois. Je t'ai déjà dit que ce n'est pas ma faute. C'est comme ça. On ira au théâtre. Une autre fois. Thomas raccrocha en s'excusant d'être occupé, laissant Sophie seule avec sa colère. D'un côté, elle comprenait parfaitement qu'elle ne pouvait pas obliger son mari à changer de travail ou à renoncer au voyage constant, mais de l'autre, elle le désirait profondément. Voir leur projet s'effondrer encore et encore était très désagréable et douloureux. « On peut entrer ?» interrompit ses pensées une voix féminine. Dans l'embrasure de la porte apparut une petite dame âgée avec une canne. « Oui, bien sûr », répondit rapidement Sophie, chassant ses préoccupations. S'il y avait bien une chose dans laquelle elle excellait, c'était de séparer le travail de sa vie personnelle. La soirée se passa à préparer les bagages. Thomas pliait chemise, cravate et pantalon, tandis que Sophie repassait les vêtements pour le lendemain et aidait à rassembler tout le nécessaire. Bien qu'elle essayait de ne pas montrer son mécontentement, son cœur était rempli d'angoisse. « Tu es très silencieuse aujourd'hui », remarqua Thomas en observant sa femme. « Que se passe-t-il » ? « Tout va bien », répondit brièvement Sophie, évitant son regard. « Ça te dérange que je parte, c'est ça ?» Elle avait réprimé son ressentiment pendant si longtemps qu'elle perdit soudain le contrôle et fondit en larmes. Cela lui faisait vraiment mal, qu'au lieu de profiter des rares soirées en famille, elles doivent passer de longues heures solitaires devant la télévision, dans un silence accablant les week-ends. Ce n'était pas du tout ce dont elle avait rêvé, en se mariant. « Sophie, calme-toi. Je ne comprends pas pourquoi tu t'inquiètes autant. Je vais partir et je reviendrai. De toute façon, tu es toujours occupée au travail. Mais pourquoi ces voyages tombent-ils toujours au pire moment ?» soupira Sophie en essuyant les larmes de son visage. À cet instant, elle désirait plus. Que Thomas s'approche et la serre fort dans ses bras, la console. Mais lui, comme si de rien n'était, continua à préparer sa valise. « C'est qu'ils ne sont jamais opportuns, » dit Thomas avec un sourire ironique. « Et puis, il faut bien que quelqu'un gagne de l'argent,
dans cette famille. Avant de dormir, Sophie réfléchissait non seulement au voyage d'affaires, mais aussi à ce commentaire injuste. Certes, son mari gagnait plus, mais cela ne signifiait pas qu'elle vivait à ses crochets. Elle acceptait toutes sortes de travaux, supplémentaires uniquement pour ne pas se sentir un fardeau. Thomas partit tôt le matin comme prévu. Avant de sortir, il donna un rapide baiser à sa femme, prit sa valise et lança « Ne t'ennuie pas, je reviendrai vite » avant de disparaître. Derrière la porte, Sophie resta dans l'entrée, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées et de rassembler ses forces pour les tâches ménagères et le travail. Dans l'appartement s'installa une solitude pesante et sombre. « Dis donc, tu n'as pas l'air dans... ton assiette aujourd'hui » observa une collègue pendant la pause déjeuner. Les autres médecins étaient descendus à la cafétéria, donc il ne restait que Sophie et Élise dans le cabinet. « Je n'ai envie de rien, je ne sais pas comment je vais finir la journée », répondit Sophie. « Il s'est passé quelque chose ?» Comme d'habitude. Thomas est encore parti en voyage d'affaires pour toute une semaine. Cette fois-ci, c'était à l'improviste. Ils n'ont même pas prévenu à l'avance. Et il travaille où? Dans une entreprise, il s'occupe de mesurer des espaces. Et mon mari a un bon poste. Oui, c'est pour ça qu'il s'y accroche autant. Je lui ai demandé tellement de fois de chercher quelque chose de plus stable, mais il ne veut pas. Bon, chaque travail a ses inconvénients. Enfin, je vais aller à la pharmacie. J'ai besoin d'y passer après le déjeuner. Il y avait moins de patients l'après-midi, ce qui permit de travailler plus calmement. Pendant une consultation, une infirmière passa la tête dans le cabinet. « Madame Mercier, le médecin-chef veut vous voir pendant la pause. »« D'accord, » répondit Sophie, intriguée par la raison de cet appel. Le docteur Moreau était assis dans son fauteuil derrière son bureau, comme toujours en train de parler au téléphone. En remarquant Sophie, il lui fit signe de s'asseoir. « Très bien, nous sommes d'accord. J'attends votre réponse, » dit-il d'un ton formel avant de raccrocher et de s'adresser à la jeune femme. « Alors, Sophie, comment allez-vous? Racontez-moi. »« Tout va bien, » répondit-elle en essayant de comprendre pourquoi on l'avait convoquée. « Vous venez de commencer et vous montrez déjà de bons résultats. Les patients sont satisfaits. Vos collègues parlent aussi en bien de vous. » La complimenta. L'homme, sa silhouette imposante et son visage sévère ne donnaient pas une impression amicale, si bien que même après ces paroles, Sophie ne put se détendre. « Et vous savez quoi, Madame Mercier? Un petit oiseau m'a dit que votre mari est absent pour le travail toute la semaine. C'est vrai? »« Oui, » répondit Sophie, soupçonnant immédiatement qu'Élise avait été indiscrète. « J'ai une affaire importante. Puisque vous êtes libérée des tâches ménagères pour une semaine, ça ne vous dérange pas que je m'immisce un peu dans votre vie? » Pas de problème. Sophie se tendit encore plus, attendant ce qui allait suivre. « Eh bien, nous avons une médecin dans l'ambulance qui est tombée malade. Elle est en arrêt et il n'y a personne pour la remplacer. Ils me rendent? Fou avec ça. Il faut voir, mais que puis-je faire? Tout retombe sur mes épaules. Pourriez-vous m'aider? Remplacez-la pendant une semaine et je vous donne 2 jours de congé supplémentaires, payés bien sûr. » « Je ne sais pas, » hésita Sophie. « Allez, acceptez, » insista Moreau. Il avait déjà remarqué qu'il pouvait persuader sa nouvelle employée. « Je sais que vous avez travaillé dans l'ambulance. Vous avez de l'expérience. »« D'accord, » accepta Sophie avec un sourire amer. « Mais j'ai une question. Dans cette ambulance, est-il courant de vendre des médicaments que les patients devraient recevoir gratuitement? »« Bien sûr que non, » répondit Moreau, surpris. « Nous fournissons tous les médicaments nécessaires sans rien facturer. Pourquoi demandez-vous ça? Vous avez eu une situation de ce genre? » « Oui, j'ai rencontré quelque chose de similaire. Je vous assure qu'ici tout est légal. »« D'accord, alors je la remplacerai. Quand est-ce que je commence ?» Sophie marchait dans le couloir avec un état d'esprit étrange. D'un côté, les souvenirs du passé récent l'accablaient et elle ressentait un mélange d'injustice qui bouillonnait en elle. De l'autre, elle était satisfaite d'elle-même. Ce mois-ci, elle pourrait gagner plus d'argent, ce qui signifiait que Thomas n'aurait pas de raison de lui reprocher quoi que ce soit. « Sophie, tu vas à l'arrêt de bus ?» demanda Élise, alors que tous les employés, déjà changés, se dépêchèrent de fermer leur bureau et de rentrer chez eux. « Non, je vais marcher », répondit Sophie peu amicalement. Après la conversation, avec Moreau,
Elle n'avait pas envie de partager des détails personnels avec cette femme. Il ne faisait aucun doute qu'Élise avait parlé de sa situation familiale au chef pour se décharger de responsabilités. « Je ne suis pas pressée, mon mari est absent pour le travail. »« Et pourquoi le chef t'a appelé aujourd'hui ? C'est pour l'ambulance ? » ?»« Oui, pour l'ambulance. »« Ah, là-bas la médecin est en arrêt presque tous les mois. Il demande toujours un remplaçant. Et tu as accepté ? » ?»« Oui, j'ai accepté. »« Eh bien, tu as bien fait. Il perd bien là-bas. »« Et toi ? Pourquoi tu as refusé ? » ?»« Ah, pourquoi ? Parce que j'ai des enfants, tu sais, » répondit Élise avec un geste de désespoir. « Je dois préparer le dîner, aider aux devoirs, préparer les vêtements pour demain. Comment veux-tu que j'accepte un autre travail ? La famille passe avant tout. » Pendant qu'elles sortirent du bâtiment, Élise partagea de nombreux détails sur sa vie familiale, ses problèmes, les difficultés, les disputes fréquentes avec son mari et le manque de compréhension avec ses enfants. Sophie cessa même d'être agacée. Cette femme parlait de sa vie et de celle des autres avec n'importe qui voulant bien l'écouter, sans rien voir de mal à cela. Sophie décida de ne pas attendre le bus et marcha jusqu'à chez elle. Elle voulait être seule, sans se presser, tant qu'elle en avait l'occasion. Marchant dans les rues et devant les vitrines illuminées, elle se déplaçait par habitude. Mais ses pensées étaient ailleurs, à un jour d'il y a des mois qui avait changé sa vie pour toujours. « On va d'abord chez le vieux monsieur, puis on te ramène à la maison », avait suggéré Hélène, la collègue de Sophie, qui était arrivée un peu en avance pour son service. « Je ne veux pas rester assise au bureau. » L'ambulance avait été appelée par un vieil homme qui vivait seul dans un grand appartement en désordre dans le centre historique de la ville. Madame Mercier commença immédiatement à poser des questions et à prendre l'attention, tandis que sa collègue inspectait les étagères remplies d'antiquités. Il y avait des livres, diverses figurines, une collection de montres et de la vaisselle peinte à la main, comme un petit musée d'objets anciens. « Bon, monsieur Durand, » conclut finalement Sophie en parlant fort et clairement, « vous devez aller à l'hôpital. Vous avez une tension élevée, il faut que vous soyez sous surveillance. »« Non, non, je n'irai pas, » refusa le vieil homme en secouant la tête. « Si je dois mourir, ce sera chez moi. Je n'ai jamais été hospitalisé et je ne veux pas commencer, maintenant. » « Mais comment pouvez-vous dire ça ? La santé est ce qu'il y a de plus important. Ne résistez pas, venez avec nous. »« Non, non, ma fille. Merci pour les médicaments. Je les prendrai selon l'ordonnance, mais chez moi, » insista le vieil homme. Sophie tendit la main vers la mallette de médicaments, mais Hélène l'arrêta rapidement et l'entraîna dans le couloir. « Les ordres sont de ne pas donner de médicaments gratuits, qu'il les achète. »« Que veux-tu dire par « qu'il les achète » demanda Sophie surprise. Pourquoi ne pas les lui donner si on les a ? En plus, c'est un homme âgé qui vit seul. »« Mais il est riche, » insista Hélène, en montrant les tableaux et les meubles. « Regarde comme son appartement est élégant. Les retraités ont toujours des économies. L'argent ne lui manquera pas. »« Tais-toi, » la réprimanda Sophie à voix basse. « Oh, calme-toi, il ne peut pas nous entendre. Il est sourd. Ne t'inquiète pas, demande-lui de l'argent ou qu'il aille à la pharmacie. » Bien que le vieil homme ait quelques problèmes d'audition, il avait parfaitement compris la conversation des deux médecins et attendait de voir comment l'affaire allait se résoudre. « Je n'ai pas étudié pour faire payer les gens, » déclara Sophie avec fermeté. « Mon travail est d'aider et c'est ce que je ferai comme je peux. »« Quelle bêtise, » répliqua Hélène. « Tu l'aides déjà. » Sophie n'écouta pas davantage. Elle retourna dans la chambre et s'assit près du lit. Elle écrivit les ordonnances et sortit plusieurs boîtes de médicaments. « Voici, monsieur Durand. Je vous laisse les médicaments. J'ai écrit comment les prendre, 2 maintenant, puis 1 le matin. Prenez votre tension et notez-la. S'il se passe quoi que ce soit, appelez immédiatement l'ambulance, mais vous ne voulez pas reconsidérer ? Vous pourriez rester quelques jours à l'hôpital, vous reposer, récupérer. »« Ah non, ma fille, je reste ici. » Le vieil homme esquissa un léger sourire. « Combien je vous dois pour les comprimés ?» Sophie se sentit mal à l'aise. Elle réalisa qu'il avait entendu leur conversation. « Vous ne me devez rien. Prenez soin de vous et protégez-vous. » Quand elles sortirent de l'appartement, Hélène ne tarda pas à exprimer son mécontentement envers Sophie. « Comme si c'était ton propre argent.
Maintenant, explique-toi toute seule. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Si tu ne veux pas suivre les ordres, débrouille-toi. D'accord, je l'expliquerai. Ce n'est pas mon problème, mais ma conscience est tranquille. Pourquoi jouer les héroïnes quand tu pourrais gagner un peu plus? J'ai peur que tu ne comprennes pas, Hélène. Mais je me demande à quel point tu dois désirer l'argent pour priver un vieillard de médicaments. Il les mérite, et si on les a, on doit les donner. Que ferais-tu si un jour tu avais besoin d'aide et qu'un médecin décidait que l'argent est plus important? Oh, s'il te plaît, nous, les insensibles, on ne comprend pas. Mais au moins, je peux me permettre beaucoup de choses et je suis toujours bien vue par les chefs. Sophie n'a jamais réussi à s'adapter à ces règles. Elle voulait vraiment aider ses patients, faire le bien, mais les idées et les valeurs du directeur de l'hôpital n'allaient pas du tout avec ses convictions. Après plusieurs réprimandes sans motif et des disputes avec ses collègues, Sophie a démissionné et a passé beaucoup de temps à essayer de se remettre. Thomas, en revanche, était de l'autre côté dans cette affaire et ne comprenait pas pourquoi sa femme ne pouvait pas simplement accepter les choses et faire ce qu'on lui demandait. Pourquoi chercher des problèmes inutilement? Pendant longtemps, la jeune femme s'est sentie comme un canard boiteux, sans soutien. Elle n'osait pas retourner dans la profession. Maintenant, de retour à l'hôpital, elle restait convaincue que son but était de soigner les gens. « Bon, tu t'occuperas d'ici, je m'en vais, bon service », dit rapidement sa collègue en voyant Sophie arriver et sortir sa blouse de son sac. « Je suis un peu rouillée », admit Sophie en observant la salle. « J'espère être à la hauteur ?»« Tu le seras. Ce quartier est généralement tranquille. Avec un peu de chance, tu ne te fatigueras même pas beaucoup pour ta première nuit. » Bien que le commentaire ne sonne pas très convaincant, Sophie pensa qu'un travail dur était exactement ce dont elle avait besoin à ce moment-là. Elle voulait occuper complètement son temps et son énergie, de sorte qu'il ne reste ni force ni espace pour penser. Thomas ne répondait pas à ses appels depuis des jours, se limitant à envoyer de brefs messages expliquant qu'il était extrêmement occupé, qu'il sortait tôt de l'hôtel et rentrait tard le soir sans une seule minute de libre pour parler. Bien sûr, tout cela semblait étrange à sa femme, et avec chaque message, son inquiétant pressentiment grandissait. Sophie essayait de l'ignorer, de le cacher au fond d'elle-même et de se mentir. « Tout va bien. Il travaille vraiment beaucoup. Tu ne l'avais pas remarqué avant ?» se disait-elle pour se calmer. Elle en arrivait au point de se sentir coupable. Comment pouvait-elle soupçonner quelqu'un qui se donnait tant de mal pour sa famille? Les premières sorties furent tranquilles. D'abord, une famille appela l'ambulance pour un enfant malade. Ensuite, une femme qui était tombée dans les escaliers et s'était blessée au genou. Sophie parlait de manière claire et calme, prenait des décisions rapides et ne se laissait pas emporter par la panique. En percevant son assurance, les patients suivaient ses instructions à la lettre sans causer de problèmes supplémentaires. De retour, en observant les rues calmes de la ville la nuit, elle fut surprise d'elle-même. Tout ce qu'elle avait appris au fil des ans était toujours là, comme si cela n'avait fait qu'attendre son moment. Comme si ces mois difficiles, sans travail, n'avaient jamais existé. Urgence, rue Voltaire 35, appartement 40, informa l'opératrice, brisant le silence. La médecin sursauta. Elle s'était assoupie, adossée au siège passager. Homme inconscient, possible évanouissement. Une femme vous recevra et vous conduira à la porte. Sophie se frotta les yeux, se donna quelques tapes sur les joues et ouvrit un peu la fenêtre. L'air frais de la nuit la réveilla instantanément. « Difficile, la première nuit », acquiesça le conducteur. « Je comprends. Ça arrive à tout le monde. »« Oui, après tant de temps, c'est dur de rester éveillée », admit Sophie. La nuit était froide et humide quand ils se garèrent et sortirent. Une légère bruine tombait. Derrière la porte, quelqu'un marchait nerveusement d'un côté à l'autre, agitant étrangement les bras. Sous la lumière tamisée des réverbères, il était difficile de distinguer la femme qui attendait avec impatience, mais Sophie remarqua immédiatement qu'elle était bien apprêtée et qu'un sillage de parfums coûteux la suivait. « Enfin !» s'exclama la blonde en voyant les personnes en blouse blanche. « Vite, vite !»« C'est votre mari? Où est-il maintenant ?» demanda Sophie en suivant la femme. Elle ne répondit pas, regardant la médecin avec dédain après une pause. « Il est dans l'appartement, mais ce n'est pas mon mari.
Depuis combien de temps êtes-vous sorti dans la rue? Je ne sais pas, je n'ai pas mesuré. Vous avez mis une éternité à arriver. Je pensais devoir vous rappeler. C'est une ambulance? Ou quoi? Et le patient est resté seul tout ce temps? Bien sûr, glapit la blonde. Il s'est évanoui et j'ai eu peur. Sophie garda le silence, bien qu'elle pensât. Comment peut-on laisser une personne dans cet état? Quel amour, sans aucun doute. Ils montèrent au 7e étage et entrèrent dans l'appartement. La première chose qui attira leur attention fut l'intérieur luxueux, très différent des décorations simples auxquelles elle était habituée. La blonde enleva son manteau, restant en robe de soie. D'un geste effrayé, elle indiqua la porte mais ne voulut pas entrer. Sophie la regarda sévèrement et se dirigea vers le patient. Bien sûr, il était impossible de ne pas le remarquer, mais intérieurement, elle tremblait. Qui sait ce qui les attendait là? Et si cet homme était déjà mort? Affronter quelque chose comme ça, lors de son premier service, n'était pas ce qu'elle souhaitait. Elle ouvrit la porte et entra. La pièce était dans la pénombre. « Monsieur, vous m'entendez ?» demanda Sophie, en se penchant sur le patient et vérifiant son pouls. Soudain, elle resta immobile, puis elle recula brusquement. « Thomas ? Vous le connaissez ?» s'étonna la blonde. « Oui, » répondit Sophie avec difficulté après une pause. « Il est vivant. Les pupilles réagissent. La respiration est normale. Nous allons l'hospitaliser immédiatement. » Thomas gisait, sur le sol, dans une posture naturelle pour quelqu'un qui avait perdu connaissance. Il portait un jean et une chemise bleue familière à Sophie. Sur le porte-manteau, elle remarqua sa veste, et près de la porte se trouvaient ses chaussures. Il fallait agir rapidement, mais au lieu de cela, Sophie semblait paralysée, ne sachant pas comment réagir ni quoi dire. « Vous allez faire quelque chose ou non ?» cria la blonde qui se tenait derrière elle. « Nous allons le faire », répondit froidement la docteure, avec un regard oscillant entre le mépris et la haine envers la maîtresse de son mari. « Mais habillez-vous au moins, la police voudra vous parler. Où sont vos papiers ?»« La police ?» demanda la blonde effrayée. « Pourquoi ? Je n'ai rien fait. »« Je suppose qu'ils sont dans votre sac. »« Eh bien, bien sûr. Vous étiez seul avec lui, et lui, pour une raison quelconque, a perdu connaissance de telle manière qu'il ne se réveille toujours pas, » répondit Sophie, tandis qu'avec le conducteur, elle essayait de soulever Thomas sur la civière. « Dites-moi, avec qui pensez-vous que les agents voudront parler en premier ? Et pourquoi la police doit-elle venir ? Peut-être a-t-il mangé quelque chose d'avarié ou a-t-il une maladie chronique ? Je ne sais pas. » Thomas était un homme grand et fort, donc le monter sur la civière s'avéra être une tâche compliquée. Sophie était épuisée et essoufflée, et la seule chose qu'elle désirait le plus à ce moment-là était de frapper cette fille tremblante, vêtue d'une nuisette en soie. « Laissez-moi passer », ordonna Sophie avec froideur, surprenant le conducteur, qui la regarda d'un air étonné. Il était clairement surpris par son comportement. Toute la nuit, ils avaient conversé et ri ensemble, partageant des histoires de vie. « Comme vous pouvez être stricte, Madame Mercier », sourit-il en montant, la civière dans le véhicule. « Parfois, il faut l'être », répondit Sophie, essayant de ne pas montrer qu'elle connaissait le patient. Thomas était toujours inconscient et n'émettait aucun son. « Et moi, où est-ce que je vais ? Je monte avec vous ?» se fit à nouveau entendre, la voix irritante de la blonde. « Non !» coupa Sophie. « Restez ici, si ça vous intéresse. Nous l'emmenons à l'hôpital central, bâtiment C. » Sur ces mots, elle ferma la porte et demanda au conducteur de démarrer. Bien sûr, dans des situations normales, les proches peuvent accompagner le patient. Mais dans ce cas, la présence de la blonde aurait été tout simplement insupportable. Après avoir tenté sans succès de ranimer son mari une fois de plus, Sophie le regarda, puis regarda par la fenêtre et finalement éclata en sanglots. Elle suivait les virages de la route, prête à sécher ses larmes à tout moment et, comme si de rien n'était, remettre son mari au médecin de garde avant de continuer vers la prochaine urgence. « Comment as-tu pu » murmura-t-elle. « Comment ? As-tu pu me faire ça ?» La ville dormait. Peu de lumière de voitures et de passants éclairaient les rues mouillées. La pluie avait laissé des flaques, et les lumières des bâtiments perçaient à peine l'obscurité. Tout cela lui provoquait une tristesse si profonde qu'elle désirait quitter le travail, rentrer chez elle,
s'enfermer sous une couverture et se laisser emporter par ses émotions. À côté d'elle se trouvait son mari, si familier il y a quelques jours et maintenant si étranger. Comment avait-il atterri dans cet appartement? Pourquoi était-il habillé alors que l'odieuse blonde se promenait en peignoir et en nuisette? Peut-être était-il sur le point de partir. Aucune de ces questions n'avait de réponse, et cela la plongeait dans un tel désespoir qu'elle voulait crier. Tout pointait vers son infidélité. La blonde maquillée, l'appartement luxueux, et les messages où Thomas disait être incroyablement occupé. Voilà donc ce mari exemplaire qui travaillait tant pour sa famille. Le médecin de garde les reçut rapidement et donna les ordres nécessaires sur où emmener le patient et quels examens réaliser. « Avez-vous identifié le patient ?» demanda-t-il après que Thomas eut été emmené dans la salle d'examen. « Oui, voici ses papiers », répondit Sophie en tendant un paquet d'une main tremblante. « Que vous arrive-t-il? Vous le connaissez ?»« C'est mon mari, avoua-t-elle. Puis-je passer après mon service pour savoir comment il va? »« Bien sûr que oui. Pourrez-vous continuer à travailler? »« Ne vous inquiétez pas, je vais bien. »« Bon, je m'en vais, » dit-il en marchant vers l'ascenseur. Sophie le suivit du regard jusqu'à ce que les portes se referment dans un bruit sourd. Après quelques minutes, le silence emplit les lieux. Un silence pesant, presque menaçant. Et si, pendant qu'elle parcourait la ville, Thomas mourait? Cette idée ne lui avait pas traversé l'esprit auparavant. Mais maintenant, elle la consumait complètement. Luttant contre l'envie de tout laisser tomber et de courir vers lui, Sophie se dirigea vers la sortie où le conducteur l'attendait près de l'ambulance. « Respirons un peu, suggéra-t-il. Le sommeil me gagne, j'ai besoin de me dégourdir un peu. »« D'accord, soupira Sophie. On dirait que la pluie s'est arrêtée. »« C'est une belle nuit, continua l'homme. Il y a 2 semaines, ma petite fille est née à la maison. Maintenant, c'est le chaos total. Beaucoup de bruit. Au travail, je peux dire que je me repose, rit-il. Il continua à parler pendant un moment, et Sophie acquiesçait et souriait, bien que ses pensées fussent très loin des douces histoires familiales du grand-père fraîchement promu. « Je signale que nous sommes disponibles ?» demanda finalement Fabien. « Oui, allons-y, » acquiesça Sophie. Bien que le sommeil ne la tentât plus, la fatigue et une douleur dans tout son corps embrumaient ses pensées. Fermant les yeux, elle s'adossa à son siège, essayant de ne penser à rien pendant les quelques minutes qu'ils passeraient en route. Ce fut presque impossible. Son esprit était fixé sur Thomas. Quand ils arrivèrent à l'adresse suivante, le conducteur demanda « Vous voulez que je vous accompagne ?»« Oui, s'il vous plaît. » Dans l'escalier, ils furent accueillis par un homme en pyjama et pantoufles qui avait apparemment oublié de changer de chaussures avant de sortir de son appartement. Il semblait anxieux et même effrayé, luttant pour trouver les mots appropriés. « Que s'est-il passé ?» demanda Sophie dans l'ascenseur. « Ma femme s'est sentie mal. Comme toujours, nous avons dîné, regardé un peu la télé et nous nous préparions à dormir. » Elle est sortie de la salle de bain et a dit qu'elle sentait qu'elle pouvait s'évanouir. Puis elle s'est allongée par terre. Au début, elle ne voulait pas que j'appelle une ambulance pour ne pas vous déranger pour rien. Je l'ai portée sur le lit et lui ai donné un peu d'eau. Nous avons attendu que ça passe, mais ça n'a fait qu'empirer. Je n'ai plus pu tenir et je vous ai appelé. « Elle est seule dans l'appartement maintenant ?» demanda Sophie. « Non, non, je n'aurais pas dû la laisser. Nous aurions pu monter nous-mêmes. »« Non, ma belle-mère est avec elle. Elle vit dans l'immeuble d'à côté. Je l'ai appelée d'abord pour qu'elle aide, au cas où. »« D'accord. Vous pensez qu'elle aurait pu manger quelque chose d'avarié ? » ?»« Je ne sais pas. Nous avons mangé comme d'habitude, tout fait maison. Marie est enceinte, ce qui rend la situation encore plus effrayante. » Ils entrèrent dans l'appartement. Fabien attendit dans le couloir tandis que Sophie se dirigeait vers la chambre. Après avoir examiné la femme et lui avoir posé quelques questions, elle décida fermement de l'hospitaliser. La famille ne résista pas, mais s'inquiéta encore plus. « Madame Flores ?» dit l'homme en s'adressant à sa belle-mère. « S'il vous plaît, rassemblez les affaires nécessaires pendant que je cherche ces papiers. » Sa voix tremblait, bien qu'il essaya de rester calme. « Marie, tiens bon, on va résoudre ça rapidement. Tout ira bien. » La femme enceinte parvint à esquisser un faible sourire, et Sophie pria silencieusement pour que tant elle que son bébé aillent bien.
Aucune tragédie ne devait s'abattre sur cette famille. Le mari accompagna sa femme à l'hôpital, tenant sa main et lui parlant de douces bêtises, lui promettant qu'ils iraient voir l'océan et qu'ils inscriraient le bébé à des cours de natation et de massage. Je pense que quand il aura 3 ans, on pourra l'emmener à la mer. Qu'en penses-tu, ma chérie? Et pourquoi es-tu si sûre que ce sera un garçon? Demanda la femme en se tenant le ventre. Je ne sais pas. Mais je serai heureux que ce soit une fille ou un garçon. Et si ce sont des jumeaux, ce sera un cadeau du destin. Sophie surveillait les signes vitaux de la femme et ne put s'empêcher d'écouter la conversation. La tendresse du mari et les douces réponses de l'épouse la firent presque pleurer. En contraste avec sa propre tragédie personnelle, la vie de cette patiente semblait un rêve. Elle avait un compagnon aimant qui ferait n'importe quoi pour assurer son bonheur et son bien-être. Le reste de la nuit se passa tranquillement, et Sophie réussit même à dormir un peu. Mais tôt le matin, elle était déjà assise sur un banc devant le bureau du médecin de garde. « Il a repris conscience, mais il dort maintenant », dit le médecin dès qu'il la vit. « Il est vivant? Tout va bien ?» Sophie exhala et s'adossa contre le mur. « Oui, tout va bien. » L'homme posa doucement une main sur son épaule et la guida vers la sortie. « Rentrez chez vous, Madame Mercier. Reposez-vous. Vous ne serez pas d'une grande aide si vous êtes épuisée. Reposez-vous, mangez bien, et puis revenez pour voir votre mari. Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Lui aussi a besoin de repos. » Et la femme que nous avons amenée hier soir, celle qui est enceinte, elle va bien. J'ai à peine réussi à convaincre son mari de rentrer chez lui. Au moins, vous, ne discutez pas avec moi. Sophie acquiesça, réalisant à quel point elle avait besoin de recharger ses batteries. Une douche, un repas et un peu de sommeil étaient tout ce que son corps réclamait. Thomas était en sécurité et sous surveillance. Son travail principal ne reprenait pas avant le lendemain. Alors, elle décida de consacrer l'après-midi à elle-même. Elle se dirigea vers la sortie, mais avant d'y arriver, 2 policiers s'approchèrent d'elle. « Madame Mercier ?» demanda l'un d'eux en vérifiant un document. « Oui, c'est moi », répondit Sophie en reculant d'un pas. « Nous devons vous parler », dit l'autre policier en indiquant le chemin. Sophie fut escortée jusqu'au bureau du directeur de l'hôpital, qui avait été cédé comme salle d'interrogatoire. En entrant, les policiers fermèrent la porte derrière elle. « Monsieur Thomas Mercier est votre mari ?» demanda l'un des agents en s'asseyant en face d'elle. « Oui, de quoi s'agit-il ?»« Depuis combien de temps êtes-vous mariés ?»« 7 ans. »« Où et dans quoi travaille-t-il ?» ?»« Il est directeur commercial dans une entreprise. Mais de quoi s'agit-il ?» Sophie ne comprenait pas. « Votre mari est soupçonné de détourner 5 millions d'euros. Vous savez quelque chose à ce sujet ?»« Détourner ?» Sophie se leva d'un bond, submergée par la peur et l'indignation. « Thomas n'a jamais rien pris qui ne lui appartienne pas. »« Eh bien, il se peut que vous ne le sachiez tout simplement pas, » répondit le policier calmement. « Nous avons un appartement hypothéqué, une voiture en crédit. Vous pensez vraiment que nous serions endettés si nous avions autant d'argent? Pouvez-vous me dire où vous avez trouvé votre mari cette nuit et qui a appelé l'ambulance ?» demanda le policier, touchant le point le plus sensible. Sophie baissa les yeux au sol et respira profondément. Elle n'avait pas de réponse claire. Cette blonde, dans un appartement luxueusement décoré, qui est-elle? Une connaissance occasionnelle? Une collègue? Une maîtresse? Tout semblait indiquer que Thomas menait une double vie, et elle ne l'avait jamais soupçonné. C'était une tromperie cruelle et habile qui aurait probablement continué sans son problème de santé. Sophie repassa mentalement les derniers mois, les voyages d'affaires, l'occupation constante, les messages textes au lieu des appels. Il lui avait vraiment menti tout ce temps d'une manière si vile. La rage bouillonnait en elle, rendant difficile de réfléchir clairement. Ses poings se serrèrent, son cœur semblait sortir de sa poitrine, et la pression dans ses tempes était insupportable. Soudain, elle sentit une chaleur étouffante et une difficulté à respirer. « Je vais ouvrir la fenêtre, il fait très chaud », dit-elle, et se dirigea vers la grande fenêtre. Il suffit de quelques secondes à contempler le paysage urbain pour reprendre sa composition. L'ambulance a été appelée par une femme. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé Thomas au sol, complètement habillé. Il n'avait pas d'argent liquide sur lui.
J'ai vérifié son sac pour sortir son passeport. Savez-vous comment votre mari est arrivé à cet appartement et quelle relation il a avec la femme qui a appelé le médecin ? Continua le policier. En prenant des notes. Non, je ne sais rien à ce sujet. Comment est-ce possible? Vous ne savez pas où passe les nuits votre mari? Demanda le policier avec un sourire sarcastique. Il est parti en voyage d'affaires il y a quelques jours. C'est tout ce que je sais. Depuis, nous n'avons communiqué que par message texte. Il m'a dit qu'il était très occupé, répondit Sophie en essayant de ne pas laisser transparaître ses émotions. Compris, résuma le policier tandis que son collègue esquissait un sourire. Nous avons un mandat pour perquisitionner votre appartement. Nous pouvons y aller maintenant. Oui, bien sûr, répondit Sophie avec assurance, bien qu'elle puisse à peine tenir debout. Elle savait qu'elle ne devait pas perdre le contrôle et fut surprise de la force intérieure qu'elle avait réussi à rassembler. Le trajet jusqu'à la voiture de police ne prit pas plus de 10 minutes. Mais pendant ce temps, Sophie remarqua plusieurs regards curieux dirigés vers elle. En entrant dans l'immeuble, ils croisèrent Élise qui les observait avec un intérêt évident. « Salut », dit Élise en traînant sur les mots tout en se tournant pour les suivre. « Anna, on m'a dit qu'hier tu as sauvé ton mari. On dit qu'ils l'ont trouvé dans un appartement quelconque, c'est vrai? Et maintenant, où vas-tu? Ils t'ont arrêté? Pourquoi? » Élise, je n'ai pas le temps. Je reviens au travail demain. On en parlera à ce moment-là, répondit Sophie, froidement, détestant l'intrusion de sa collègue. Mais tu es sûre que tu viens demain? Entendit-on derrière. Mais Sophie décida de l'ignorer, imaginant avec quel enthousiasme Élise courrait raconter ce qui s'était passé aux collègues. Sophie monta à l'arrière de la voiture. Elle se sentait comme une criminelle, bien qu'elle n'ait rien fait de mal. À ce moment-là, sa colère envers Thomas s'intensifia. Qu'avait-il fait dans son dos? Quelque chose de si grave qu'elle devait maintenant passer par tout ça, voyant des étrangers fouiller dans ses affaires. C'était humiliant et révoltant. « Commençons », dit l'enquêteur d'un ton professionnel en se tenant au milieu du salon. Autour de lui se trouvait son collègue, Sophie, et 2 voisines qui avaient été appelées comme témoins. Avant de commencer la perquisition, je dois vous proposer, Madame Mercier, de remettre l'argent volontairement. Quelle somme d'argent a disparu? Demanda l'une des voisines en regardant sans gêne autour de l'appartement. Pendant ce temps, l'autre voisine regardait nerveusement les policiers, souhaitant que tout se termine rapidement pour pouvoir rentrer chez elle. « Je n'ai rien à remettre, il n'y a pas d'argent ici, » répondit Sophie fermement. « D'accord, alors nous commençons. Témoins, passez au salon s'il vous plaît. Voir d'autres personnes ouvrir vos armoires, sortir vos vêtements, vérifier vos chaussures, vos livres, vos cosmétiques, votre literie et même votre réfrigérateur n'était pas du tout agréable. En fait, c'était terrifiant. Et le faire, devant des étrangers, sans personne pour vous soutenir ou vous protéger, le rendait encore pire. Sophie désirait les chasser tous, fermer la porte et fondre en larmes. Ensuite, elle se jetterait sur le lit et essaierait de dormir un peu. Mais elle n'avait pas d'autre choix que d'attendre que tout soit terminé, déclara l'enquêteur en s'asseyant à la table. Perquisition achevée. Aucune somme d'argent n'a été trouvée. Veuillez signer ici. Lorsque la porte d'entrée se referma, Sophie se retrouva seule au centre de l'appartement, les documents à la main. Elle sentait qu'un poids immense pesait sur ses épaules, si lourd que faire un pas semblait une tâche impossible. Que faire? Maintenant, comment gérer tout cela seule? Sophie parcourut les pièces, regardant avec indifférence les affaires éparpillées partout. Elle ressentait un désir immense de se coucher pour que son mal de tête diminue au moins un peu. C'est ce qu'elle fit. Elle jeta tous les vêtements du lit par terre, se glissa sous les couvertures et s'endormit profondément. Elle fut réveillée par le son d'un appel téléphonique. Dans son demi-sommeil, il lui semblait que quelqu'un frappait à la porte, mais son corps était si lourd qu'elle n'avait même pas la force de bouger la main. « Allô ?» répondit-elle finalement. Il lui fallut un moment pour réaliser où elle était et quelle heure il était, comme si chaque pensée lui coûtait un effort énorme. « Sophie, tu dormais? Désolée de te réveiller, » résonna la voix d'Élise au téléphone. Elle parlait d'un ton doux, presque insinuant, laissant clairement entendre que son intention n'était pas de s'enquérir de la santé de sa collègue sans obtenir les informations qu'elle cherchait. « Oui, je dormais. Que veux-tu? Je voulais juste savoir comment tu allais. » « Pourquoi?
La police est venue te chercher aujourd'hui? Que disent-ils à l'hôpital? Oh, ici, ils ont déjà tout inventé. Sophie, certains disent que ton mari a volé de l'argent et qu'ils l'ont frappé pour ça. D'autres disent que tu l'as surpris avec une maîtresse et que c'est pour ça qu'ils ont eu un conflit. Que s'est-il vraiment passé? Élise, je n'ai ni le temps ni l'envie de t'expliquer maintenant. On en parlera demain. Oui, d'accord, soupira Élise. Mais peut-être juste un résumé rapide, en 2 mots? Je ne t'ai pas dit demain, je n'ai pas le temps de parler maintenant. Sophie raccrocha. Ce mélange d'espoir et de déception dans la voix d'Élise lui parut même amusant. Sa curiosité vide semblait naïve comparée aux difficultés qui s'accumulaient sur Sophie. « Bon, il est temps de se lever et de mettre de l'ordre », se dit Sophie à haute voix, se donnant du courage pour sortir du lit. Une matinée difficile l'attendait. Le lendemain matin commença par le son aigu d'une perceuse dans l'appartement. « Voisin !» Sophie ouvrit les yeux et se prit immédiatement la tête, ressentant une douleur aiguë. Pendant les premières minutes, elle ne put penser à rien, espérant simplement que le bruit cesse. L'heure, le travail, pensa-t-elle, réalisant qu'elle avait dormi si profondément qu'elle n'avait pas entendu le réveil ni plusieurs appels. « Allô, Élise, je me suis endormie, j'arriverai dans 1 heure. Oui, j'étais très fatiguée hier, dit Sophie au téléphone. Avec beaucoup d'efforts, elle se leva du lit et alla à la salle de bain. Dans le miroir, elle se reconnut à peine, son visage pâle, ses cheveux en désordre, ses vêtements froissés. Où était passée la Sophie toujours impeccable et soignée? Les derniers jours avaient été si éprouvants qu'il ne lui restait plus de force pour prendre soin d'elle-même. Après s'être lavé le visage et coiffée, elle but un café rapide et sortit en courant vers le travail. Au premier étage, elle dut revenir. Elle avait oublié son téléphone. En descendant à A, nouveau, elle sentait que chaque mouvement était lent, comme si le temps s'était arrêté. Malgré tout, elle réussit à arriver à l'hôpital. Ses collègues l'accueillirent avec des regards pleins de curiosité et de compassion. Que pensait-il de tout ce qui s'était passé? Sophie n'avait pas envie de s'expliquer, alors elle se dépêcha de se changer, salua les patients et appela le premier de la file dans son cabinet. La journée de travail commença et peu à peu, la sensation de vide intérieur se transforma en concentration. Les histoires des patients réussirent à la distraire de ses propres préoccupations. « Madame Mercier, il vous reste beaucoup ?» demanda Élise d'un ton formel en passant la tête dans le cabinet. « Je suis là jusqu'à 18 heures comme prévu », répondit Sophie sèchement en remettant la fiche du patient suivant à l'infirmière. « D'accord », acquiesça Élise sans remarquer le ton froid avec lequel on lui parlait. « Je t'attends dans la cuisine. » Sophie devait encore rendre visite à Thomas. Le médecin lui avait promis qu'elle pourrait le voir brièvement, à condition de ne pas lui poser de questions. Pour elle, même une visite silencieuse était préférable à rien. « Ne m'attends pas, je vais voir mon mari », dit Sophie en rangeant ses affaires dans son sac et regrettant de ne pas l'avoir fait plus tôt. « Tu viens tôt demain ?» demanda Élise, clairement impatiente de connaître les détails de ce qui s'était passé pendant la nuit. « Je commence à 8 heures. Je remplace aussi le médecin de l'ambulance. »« Bon, on en parlera plus tard. » Heureuse d'avoir évité plus de questions, Sophie se dirigea vers le service de cardiologie. Thomas dormait et le médecin lui avait interdit de le réveiller. Elle ne pouvait que rester là, espérant qu'il ouvre les yeux et explique enfin ce qui se passait. Mais Thomas ne bougea pas. Avec la blouse de l'hôpital, entouré d'équipements médicaux et avec des marques d'aiguilles sur le bras, il semblait si faible et négligé que la colère et le ressentiment de Sophie commencèrent à s'estomper. « Thomas, tiens bon », murmura Sophie avant de sortir de la chambre sous le regard attentif de l'infirmière responsable. Elle n'avait même pas pu toucher son mari. « Revenez demain », dit la femme en regardant avec dégoût le policier assis près de la porte. « Vous pensez vraiment qu'il va s'échapper, connecté à tous ces tubes ?» demanda Sophie au policier, partageant l'indignation de l'infirmière. « Je ne pense rien, » répondit-il. « J'ai un ordre et je dois l'exécuter. Si votre patient est coupable, de quelque chose ou non, l'enquête et le tribunal en décideront, » soupira le policier en haussant les épaules. Ne voulant pas retourner dans son appartement plein de désordre et d'un silence oppressant, Sophie sortit de l'hôpital et décida de marcher jusqu'à chez elle. En chemin,
Elle entra dans un café et resta longtemps assise près de la fenêtre. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas pris le temps d'être seule que malgré les circonstances, elle ressentit un bonheur fugace. Le lendemain, son cœur désirait retourner au vieil immeuble de briques rouges où Thomas se remettait et s'était même levé. Mais les appels étaient constants et elle ne pouvait pas quitter son travail. À la tombée de la nuit, Sophie était si épuisée que, debout devant les escaliers menant aux portes de l'hôpital, elle n'osa pas monter pendant plusieurs minutes. Appuyée sur la rambarde, elle observait la route, les voitures qui passaient, les passants et les lumières nocturnes de la ville. Ses pensées la ramenèrent 7 ans en arrière, au jour de son mariage avec Thomas. Ce jour-là, il avait plu, ruinant tous les grands plans. De plus, la mariée avait accidentellement laissé tomber son bouquet dans une flaque avant d'entrer à la mairie. Les larmes de désespoir commençaient déjà à couler de ses yeux. Mais Thomas n'avait pas bronché. Il avait immédiatement appelé et organisé la livraison d'un nouveau bouquet directement sur place, calmé la mariée et encouragé les invités. Il y a toujours une solution, même à la situation la plus difficile, avait-il dit à l'époque. En se souvenant de cela maintenant, Sophie esquissa un sourire amer. Où était passé ce jeune marié qui pouvait tout gérer? Les forces l'abandonnaient. À l'idée que Thomas pourrait aller en prison et qu'elle resterait seule, trahie par la personne la plus proche, sans amis ni famille avec qui partager son fardeau. 2 hommes en pyjama d'hôpital sortirent sur le perron. Leurs voix brisèrent les souvenirs de Sophie, qui prit une profonde inspiration, monta les escaliers et entra dans l'hôpital. « Salut !» dit Thomas avec joie en se précipitant vers elle. « Salut !» répondit Sophie en esquivant son étreinte et en marchant vers la fenêtre. « Comment vas-tu ?»« Mieux. Ils disent que dans 2 ou 3 jours, ils me renverront à la maison avec un traitement à domicile. »« Et tu crois qu'être à la maison sera mieux ?» demanda Sophie, feignant de s'intéresser à une plante sur le rebord de la fenêtre. « Bien sûr, » répondit Thomas lentement, essayant de comprendre ce que ressentait sa femme. « Ce n'est pas pour rien qu'on dit que les murs de la maison guérissent. Eh bien, peut-être que ça marche dans les maisons qui n'ont pas été perquisitionnées. Dans notre cas, ces murs ne sont plus ni curatifs ni habitables, Thomas. Ils ont fouillé notre appartement ?» Thomas s'approcha davantage, regardant sa femme avec inquiétude. Son expression disait tout, et il essaya de l'enlacer à nouveau. « Ne fais pas ça, » Sophie recula. « Je veux juste que tu m'expliques tout. Thomas, s'il te plaît, allonge-toi et ne me touche pas. Dis-moi juste, as-tu vraiment volé ces 5 millions ? » « Non, non, je n'ai rien volé. »« Alors pourquoi t'accuse-t-il de ça ?» Sophie croisa les bras et s'éloigna, faisant clairement comprendre qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. Bien qu'elle fût prête à l'écouter, il lui était très difficile de se contenir pour ne pas courir vers lui et l'étreindre de toutes ses forces. Elle était si fatiguée qu'elle désirait se sentir faible et vulnérable, au lieu de porter seul le poids de tout ce qui se passait. « Sophie, assieds-toi, » demanda Thomas. « Assieds-toi et écoute-moi attentivement. »« D'accord, je t'écoute, » dit Sophie en s'asseyant sur une chaise près du lit. « Tu es comme ça avec moi parce que tu crois que Marina est ma maîtresse ? Tu parles de cette blonde dans l'appartement de laquelle tu t'es sentie mal ? Sophie, je n'ai rien eu et je n'ai rien avec elle. Tous ces jours où j'étais censée être en voyage d'affaires, j'essayais de résoudre une situation très compliquée dans l'entreprise. On a détecté un trou dans le budget. 5 millions ont disparu des comptes. Ils se sont tout simplement volatilisés. Tout est sorti au grand jour quand on en avait besoin pour un nouveau projet. J'ai parlé avec des employés, essayé d'accéder aux documents. « D'accord, » répondit-elle. « Et qu'est-ce que cette fille a à voir avec tout ça ? Marina est comptable et c'est la favorite du patron. Quand j'ai appris qu'elle avait des connexions avec lui, je l'ai appelée, mais elle m'a envoyé promener et m'a bloqué. Alors j'ai trouvé son adresse et je suis allé chez elle. Nous avons discuté pendant plus d'1 heure. J'ai essayé de l'obliger à parler des irrégularités dans l'entreprise, mais elle n'a pas voulu. Elle a menacé d'appeler la police et je me suis tellement énervée que, apparemment, mon cœur n'a pas supporté. Je me souviens seulement d'une forte douleur dans la poitrine, puis je me suis réveillée à l'hôpital. C'est toute l'histoire. Et maintenant, ils essaient de te faire porter le chapeau ? Je n'ai pas réussi à découvrir qui a volé cet argent. Mais quelque chose me dit qu'il y a un complot et que je suis le bouc émissaire. Alors nous avons besoin d'un avocat, dit Sophie avec détermination,
en marchant dans la chambre de long en large. « J'essaierai d'en trouver un. Je demanderai à mes connaissances. » Ils se séparèrent avec la même froideur qu'ils s'étaient rencontrés. Bien que l'histoire de son mari semblât plausible, Sophie avait du mal à le croire après tout ce qui s'était passé. Cependant, elle ressentait un léger soulagement, comme si un poids était tombé de ses épaules. « Ça semble crédible », pensait Sophie en rentrant chez elle, regrettant de ne pas lui avoir posé une autre question. Était-il complètement sûr que Marina n'était pas sa maîtresse? L'idée que Thomas ait pu être auparavant dans l'appartement de cette blonde lui faisait profondément mal, comme si quelqu'un lui coupait le cœur avec un couteau. Le téléphone vibra dans sa poche et Sophie se distrait en lisant le message. Elle vit que c'était de Thomas. Il l'avait envoyé en l'observant depuis la fenêtre. « Sophie, je sais qu'il t'est difficile de me faire confiance maintenant. C'est ma faute pour t'avoir caché mes problèmes et pour t'avoir reproché que quelqu'un devait gagner de l'argent dans cette famille. J'ai échoué. Je n'ai pas pu tout résoudre sans que tu le remarques. Mais je vais me battre et prouver la vérité. Tu es ma famille et je ne t'ai jamais trahi. Je t'aime beaucoup. » Les larmes commencèrent à couler sur ses joues tandis qu'elle marchait vers la maison. Son pull était trempé au niveau du col. Plusieurs passants la regardèrent, se demandant peut-être si elle avait besoin d'aide. Sophie marchait lentement, sans penser au lendemain, se laissant emporter par ses émotions. Que leur réservait l'avenir? C'était un mystère complet. La semaine suivante fut tout aussi tendue et semblait interminable. Sophie appela tous ses contacts, examina des dizaines de sites web, mais ne réussit pas à trouver quoi que ce soit. Engager un professionnel compétent nécessitait une somme considérable, quelque chose que la famille ne pouvait pas se permettre pour le moment. Ces pilules m'ont été prescrites par un autre médecin, mais elles ne m'aident pas du tout, se plaignit une vieille dame voûtée, les mains croisées sur les genoux. Pouvez-vous me prescrire autre chose? Elle ne vous aide pas, répéta Sophie distraitement en regardant le dossier médical, s'efforçant de se concentrer sur ce qu'elle lisait. Eh bien, les pilules, répéta la patiente, surprise. Que vous arrive-t-il? Vous semblez être dans les nuages. Ne devrais-je pas appeler un autre docteur? Peut-être quelqu'un avait-il parlé au directeur de l'hôpital, ou lui-même avait remarqué le comportement étrange de Sophie. Peu après, elle était assise dans son bureau. « Madame Mercier, vous êtes nouvelle ici et vous avez une bonne réputation. Tout le monde était ravi quand vous avez commencé, mais maintenant les patients et les infirmières disent que vous semblez vivre dans un autre monde, que vous n'écoutez ni ne remarquez rien. Vous êtes-vous fatigué des gardes dans l'ambulance? Peut-être avez-vous besoin de vacances? Monsieur Moreau, je promets que je vais me concentrer, dit Sophie fermement. Je ne peux pas prendre de vacances maintenant, mon salaire serait beaucoup plus bas. Vous avez besoin d'argent? Oui, beaucoup. Bien, dites-moi ce qui se passe, peut-être que je peux vous aider. Vous m'avez aidé avant, c'est à mon tour de vous rendre l'appareil. Merci, vraiment. Mais je doute que vous puissiez m'aider avec ça. Et puis, ça me gêne un peu de demander. Pourquoi pensez-vous ça? Sourit l'homme. Je travaille ici depuis des années. J'ai rencontré toutes sortes de patients, des députés, des avocats, des directeurs. J'ai beaucoup de contacts. En entendant le mot avocat, Sophie s'anima. J'ai besoin d'un avocat et je ne peux pas payer beaucoup. Vous avez des problèmes juridiques? Mon mari en a. On l'accuse dans son travail. Ils ont fait une fraude de 5 millions et les documents portent sa signature. Soudain, Sophie éclata en sanglots. Il a eu une crise cardiaque. La police a perquisitionné notre appartement. Je n'ai jamais eu aussi peur. Quelle situation, soupira le directeur. Eh bien, ne perdez pas espoir. J'ai le contact d'un bon avocat. Il s'appelle Monsieur Durand. Appelez-le et dites-lui que vous venez de ma part. Il est très compétent. Il a travaillé toute sa vie dans les tribunaux. Si votre histoire le touche, il ne vous demandera pas beaucoup. Il écrivit un numéro sur un papier et le donna à Sophie. Pour elle, c'était comme une bouée de sauvetage, lancée depuis un bateau. Elle sortit du bureau avec une étincelle d'espoir qui la fortifia. « Vous pourrez travailler ?» demanda le directeur en haussant la voix alors que Sophie sortait par la porte. « Ou avez-vous besoin d'un jour de congé ? Je finirai mon service aujourd'hui, mais demain, si possible, je prendrai la journée pour aller voir l'avocat. » « D'accord » acquiesça-t-il en disparaissant derrière la porte.
En composant le numéro, Sophie s'attendait à entendre une voix, masculine énergique. Mais à la place, un vieil homme répondit d'une voix lente et rauque. « Oui, je m'en souviens. Ça fait longtemps que je suis à la retraite. Mais on m'a demandé de reprendre du service parce qu'il manque des spécialistes, » expliqua l'homme posément. « Venez demain de 8h à 17h au 23 rue des Boulangers. Demandez au rez-de-chaussée. On vous indiquera. » « D'accord, » répondit Sophie, bien qu'elle sût qu'elle n'irait pas. Elle avait besoin d'un avocat actif et familiarisé avec la réalité actuelle. Elle devrait donc continuer à chercher. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle se retourna dans son lit, se leva, regarda par la fenêtre, marcha dans l'appartement, alluma et éteignit les lumières sans trouver le calme. Elle ne parvint à se tranquilliser que lorsqu'elle promit de lui rendre visite et de demander son conseil. Après tout, elle n'avait rien à perdre, et peut-être qu'il lui donnerait quelques orientations pour se préparer au procès. Quand elle arriva au bureau, Sophie trouva rapidement le bon cabinet et frappa à la porte. « Entrez, entrez » dit l'avocat en se levant de son bureau. Soudain, son regard s'arrêta sur le visage de Sophie. « Je crois que je vous ai déjà vu quelque part. Peut-être êtes-vous venu à la clinique où je travaille ? Je suis thérapeute, » suggéra Sophie avec un sourire. « Bien sûr » s'exclama le vieil homme en se frappant le front. « Vous êtes venu me soigner une fois. C'est possible. Et je vous ai tout entendu. Votre collègue pensait que j'étais complètement sourd, mais je ne l'ai pas corrigé. » Sophie se souvint de l'incident. « Oui, je m'en souviens maintenant. Excusez-moi pour cela. »« Pourquoi vous excuser ?» rit Monsieur Durand. « Je vous en suis reconnaissant. Pas pour l'argent, ces choses n'ont pas d'importance, mais pour traiter les gens avec humanité. »« J'essaie, » répondit Sophie avec un sourire. « C'est pour ça que j'ai décidé d'étudier la médecine, pour aider les gens. Mais sincèrement, je me sens honteuse pour ce qui s'est passé. Vous travaillez dans un autre hôpital maintenant ? Ce n'était pas à cause de cet incident. Ce n'était pas seulement à cause de ça. Je n'ai pas pu m'adapter à leurs règles. J'ai été longtemps sans travail, et maintenant j'ai trouvé cet endroit. Tout allait bien, mais maintenant les problèmes de mon mari... Eh bien, asseyez-vous, dit Monsieur Durand en indiquant un canapé. J'écoute attentivement. Sophie raconta tout en détail, omettant ses soupçons sur la relation de son mari avec Marina, qu'elle considérait comme non pertinent pour l'affaire, bien qu'il lui cause une grande douleur. Réfléchit Monsieur Durand. C'est une affaire intéressante. J'accepte de défendre votre mari. D'abord, nous préparerons les documents, nous signerons, puis j'irai parler aux policiers. J'aimerais savoir combien cela me coûtera, demanda Sophie avec prudence, consciente que la réputation de l'avocat était impeccable et que même à son âge avancé, il restait très compétent. Vous ne me devrez rien, répondit l'avocat. Voici une liste de documents dont j'ai besoin. Dès demain, je commencerai l'affaire. Merci vraiment, dit Sophie reconnaissante, pensant qu'elle le paierait quand elle en aurait l'occasion. Bien qu'elle craignît de se faire des illusions, elle essayait de ne pas céder au pessimisme. Elle savait que tout dépendrait de Thomas, des témoins et du juge chargé de l'affaire. Ce même après-midi, elle reçut un appel de son mari. « Sophie, on m'a donné mon congé », dit Thomas rapidement, sans trace de joie dans sa voix. « Maintenant, il prépare les papiers et on va directement à la police. »« Pourquoi ? Ils ne peuvent pas reporter ça à demain ? Ils m'emmènent ? » « En détention jusqu'à ce que tout soit clarifié au procès. »« En détention provisoire. »« J'arrive, je vais prendre un taxi, je serai là dans une demi-heure. »« Non, on est déjà en train de partir. Je n'aurai pas de téléphone. Attends. » Mais il raccrocha. Sophie se laissa tomber sur un banc proche, se couvrant le visage de ses mains. Que faire ? Où aller ? Comment aider ? Sa tête était pleine de pensées désordonnées. Elle réalisa qu'elle n'avait pas eu le temps de lui dire qu'elle avait trouvé un avocat. Elle essaya de l'appeler plusieurs fois, mais d'abord, elle entendit les tonalités d'attente. Puis, le téléphone fut complètement déconnecté. La connexion fut totalement coupée. Elle décida de se concentrer sur quelque chose d'utile pour se calmer. Elle commença à ranger l'appartement, organisa les livres, rangea les vêtements, nettoya le sol et prépara le dîner. Bien que cela l'aidât un peu, elle n'avait pas d'appétit et la nourriture resta intacte. Sortir seule de la maison devint insupportable. Alors Sophie se prépara et sortit dans la rue. «
Après avoir fait le tour du bâtiment, elle commença à errer sans but dans les rues. L'air frais l'aidait à mieux respirer et elle n'était pas pressée de rentrer. Plus elle s'approchait du centre-ville, plus elle rencontrait de gens. Sans s'en rendre compte, Sophie se retrouva entourée de bruit et de foule. Elle regardait droit devant elle, comme si elle ne remarquait rien autour d'elle, mais un étrange pressentiment la tira de sa rêverie. Une femme élégamment vêtue d'un tailleur rouge vif et d'un collier étincelant passa à côté d'elle, d'un pas assuré sur des talons hauts. Le parfum de son parfum lui était douloureusement familier, et Sophie se retourna immédiatement. « Excusez-moi, dit-elle à l'inconnu. S'il vous plaît, arrêtez-vous un moment. »« Que voulez-vous » répondit la femme avec réticence, la regardant avec hauteur. « Je vous connais, dit Sophie avec émotion. Vous êtes Marina ? Oui, et alors ? J'ai pas le temps. C'est vous qui avez appelé une ambulance pour un homme. Thomas s'est évanoui dans votre appartement. Je l'ai fait, mais ça n'a plus d'importance, répondit la femme avec empressement, accélérant le pas. Attendez, s'il vous plaît, répondez-moi à quelques questions. Je ne veux pas parler de ça. Laissez-moi tranquille. Sophie ne pouvait pas laisser passer l'occasion de la regarder dans les yeux. Depuis le jour où elle avait vu son mari avec cette blonde en peignoir dans l'appartement, les doutes la tourmentaient. Dites-moi, vous connaissez Thomas depuis longtemps. Quelle relation avez-vous avec lui ? À quelle fréquence le voyez-vous ? Un instant, dit la blonde en s'arrêtant. Vous croyez que Thomas et moi sommes amants ? Et elle éclata de rire. Oui, c'est ce que je crois, répondit Sophie fermement, la regardant avec colère. Ah, alors vous êtes sa femme, rit froidement. Marina. Quelle ironie. Alors, vous avez eu quelque chose ou non ? Non, non, nous n'avons rien eu, répondit-elle avec dédain, tout en ajustant la manche de sa veste. Votre petit mari est venu chez moi avec des réclamations et puis il s'est évanoui comme un faible. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'appeler une ambulance. Et pourquoi étiez-vous en peignoir ? Madame, il était tard dans la nuit. Que croyez-vous qu'on porte à ces heures-là ? Il est entré sans prévenir. Je n'ai pas eu le temps de me changer. Et s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Votre mari ne m'intéresse pas, dit Marina en regardant Sophie avec mépris avant de se tourner et de se diriger vers le parking. Sophie resta immobile un moment avant de la suivre. Et l'argent ? Où est l'argent ? Vous êtes folle, répondit Marina, visiblement irritée. Je vous ai dit de me laisser tranquille. On accuse mon mari de vol, mais je sais qu'il n'a rien pris. Tout ça, c'est un piège de votre part. Écoutez, madame, je vais appeler la police et vous irez rejoindre votre cher mari délinquant. Marina s'approcha d'une voiture et un homme corpulent en costume, légèrement chauve, sortit du véhicule et lui ouvrit la porte avec un geste courtois. « Chérie, il y a un problème ?» demanda-t-il d'une voix complaisante. « Une folle s'est accrochée à moi, » répondit Marina. « Allons-y. »« Ah, je vous connais !» s'exclama Sophie sans se décourager. « Vous êtes le patron de l'entreprise où travaille mon mari. » « Lui, c'est son subalterne et un voleur, » répondit l'homme avec assurance en fermant la porte de la voiture. « Vous feriez mieux de préparer des colis pour lui apporter en prison. »« Ah oui ? Eh bien, vous devriez aussi vous préparer. Il faudra enquêter d'où viennent cette voiture et l'appartement de votre maîtresse. Mon mari a travaillé honnêtement et n'a jamais rien eu de tel. »« Faites ce que vous voulez, » dit l'homme en haussant les épaules. « Nous, on s'en va. » La voiture de luxe démarra et, après un virage brusque, se perdit dans la circulation de l'autoroute. Sophie resta debout au milieu du parking vide. Intérieurement, elle bouillonnait de rage et d'indignation pour son mari. Le visage rusé et satisfait du patron de Thomas montrait clairement qu'il se sentait intouchable. Il était évident que Thomas avait été utilisé comme bouc émissaire pour porter toute la culpabilité. « Non, pas question !» dit Sophie à haute voix en serrant les poings avec force. Immédiatement, elle appela Monsieur Durand et lui raconta la rencontre inattendue qui pouvait expliquer beaucoup de choses. Le jour du procès, ils se retrouvèrent devant l'imposant bâtiment blanc. Marina et son amant essayaient de faire croire qu'ils n'étaient que patrons et subordonnés. « Vous avez vraiment amené votre grand-père comme avocat ?» se moqua l'homme corpulent. « Alors je vous souhaite bonne chance, de tout cœur. »« Vous ne devriez pas vous moquer, » commenta tranquillement
Monsieur Durand, en passant à côté d'eux avec un dossier à la main. Comparé à l'homme robuste, le vieil homme semblait petit et sans défense. « Oh, je suis désolé, vraiment désolé, » répondit le patron de Thomas avec une fausse gravité, riant à nouveau. Marina rit discrètement à côté de lui. Cependant, leur joie disparut rapidement dès que la juge entra dans la salle. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» protesta le patron. Il était censé y avoir un autre juge, un homme. Pourquoi ont-ils changé de juge sans prévenir? Tout le monde dans la salle le regarda avec méfiance. La juge dut le rappeler à l'ordre pour éviter qu'il ne provoque un scandale. « Silence dans la salle, s'il vous plaît. » L'homme fronça les sourcils et, malgré l'avertissement, continua à montrer son mécontentement. « Ce n'est pas autorisé. D'où sortez-vous? »« Je vous demande de vous asseoir ou je devrais vous demander de quitter la salle, » dit la juge. Calmement en ouvrant son dossier. « Monsieur Perrin, qu'est-ce qui vous dérange tant? »« Cela me fait penser à certaines choses, » dit Monsieur Durand. « Quelles choses? Taisez-vous. J'exige qu'on ramène le juge désigné. »« Le juge désigné a été destitué de ses fonctions, » répondit l'avocat en lui faisant un clin d'œil astucieux. Malgré les difficultés, le procès commença finalement. Le vieil homme apparemment discret se transforma en un avocat sûr de lui et énergique qui présenta toutes les preuves possibles étant donné les circonstances. Compte tenu de tout ce qui a été exposé, je pense que l'honorable tribunal ne devrait pas avoir de doute. Le schéma frauduleux mis en place par le patron de l'entreprise, M. Perrin, et sa comptable complice et partenaire est clairement criminel. Mon client est une victime de ces criminels. L'expertise a confirmé que toutes les signatures sur les documents sont des faux de haute qualité et ce seul fait suffit pour que l'on libère M. Mercier. Thomas fit un clin d'œil joyeux à Sophie, faisant un geste vers M. Durand. Elle put à peine lui rendre son sourire. Elle ne partageait pas l'insouciance de son mari. En ces moments, leur destin se décidait, et elle avait l'impression que ses jambes étaient clouées au sol et ses mains agrippées fermement à sa jupe. Son corps semblait rigide à cause de la tension. « Le tribunal se retire pour délibérer », annonça la juge, et tout le monde se leva. Pendant qu'elle attendait dans un coin, Sophie remarquait les regards pleins de haine que Marina et son patron lui lançaient depuis un canapé proche. Le patron de Thomas murmurait au téléphone, bien qu'on ne pût comprendre ses paroles. Marina se levait et se promenait nerveusement dans le couloir. Malgré leur tentative pour le cacher, il était clair que tous deux étaient inquiets. Quand tout le monde revint dans la salle, Sophie ne put se souvenir que de fragments, comme des photographies éparses. La juge, fermant son dossier et sortant, Thomas serrant la main de M. Durand, les visages tordus de colère de leur ennemi, et une voix sifflante à côté de son oreille. « Ne vous réjouissez pas trop. J'ai des contacts qui s'assureront que votre petit groupe criminel ne s'en sortira pas. » « Eh bien, si vous avez des contacts, je vous conseille de parler à votre avocat de votre stratégie de défense, » répondit avec assurance M. Durand. « Vieux dégoûtant !» cracha Marina avant de suivre son compagnon. Sophie, remplie de peur et de joie, tenait fermement la main de Thomas. Ils sortirent tous ensemble du bâtiment, discutèrent brièvement et se séparèrent. « Je vous dois tout, » dit Thomas en serrant à nouveau la main de son défenseur. « Demandez ce que vous voulez. Venez me rendre visite. Apprenez-moi à utiliser mon smartphone intelligent. Mes petits-enfants me l'ont offert, mais je ne sais même pas où appuyer, » répondit M. Durand avec un sourire. « Je suis tellement heureuse que tout se soit bien passé. Sans vous, ça n'aurait pas fini comme ça, » dit Sophie en étreignant le vieil homme, lui promettant de lui rendre visite bientôt. De retour à la maison, Thomas et Sophie ne savèrent pas quoi faire. Ils se sentaient comme s'ils étaient dans un champ ravagé par le feu, où il y avait quelque chose de vivant avant et où il ne restait maintenant que des cendres. « Je n'avais jamais remarqué à quel point le coucher de soleil est beau d'ici, » commenta Thomas. « Moi non plus. Et si on cherchait un autre appartement ?»« Un autre ?» s'étonna Sophie. « On a tellement investi dans celui-ci pour qu'il soit confortable. Mais tu sais quoi ? Peut-être que tu as raison. Maintenant, cet endroit nous rappellera toujours les mauvais moments. » Thomas l'étreignit fort. Cette fois, Sophie ne résista pas. Au contraire, elle soupira et se détendit. Tout son corps était épuisé par le stress et la tension accumulée.
Elle pouvait à peine croire que le pire était passé et qu'ils étaient en sécurité. Le calme remplit l'appartement. Il semblait que même les voisins s'étaient tus pour ne pas interrompre le bonheur de deux personnes. Allongés, ils regardèrent la nuit tomber. Les étoiles commencèrent à briller dans le ciel sombre et la lune monta. Il n'y avait pas de hâte, ni de préoccupation, ni besoin de penser à l'avenir. Sophie sentit que le sommeil la gagnait et se rapprocha de son mari. « Thomas, tu ne partiras vraiment nulle part ? Je serai toujours là. Alors je vais dormir un peu. Mais ne t'en vas pas, s'il te plaît. Je suis avec toi, mon amour. Fais de beaux rêves. » Rien de plus beau ne s'était produit dans leur vie jusqu'à ce moment. Après une période d'angoisse, une période de lumière était arrivée. 6 mois plus tard, les époux vendirent leur ancien appartement et déménagèrent dans un nouveau, plus spacieux et lumineux. Cela marqua une nouvelle étape dans leur vie, un quartier inconnu, de nouvelles vues depuis les fenêtres et des voisins qui ne leur rappelèrent pas le passé. Quelque temps après, par l'intermédiaire de connaissances, Thomas apprit que son ex-patron et ses complices avaient été destitués de leurs fonctions et étaient sous enquête. Marina, cependant, s'en était sortie indemne et avait trouvé du travail dans une autre entreprise où elle était déjà impliquée dans une romance avec un jeune directeur. « J'ai décidé d'ouvrir ma propre entreprise », annonça Thomas après des jours de réflexion sur ce qu'il fallait faire ensuite. « Je devrais commencer tout petit, mais au moins je saurai que tout sera juste. »« Ça me semble bien », l'encouragea sa femme. « Tout ce qui est grand commence par quelque chose de petit. Tu as de l'expérience et je crois que tout ira bien. » Thomas ouvrit vraiment son entreprise, déterminé à ne plus jamais dépendre des autres. Sophie continua à travailler à l'hôpital, malgré avoir reçu une offre pour travailler dans une clinique privée. Sa relation avec Élise s'améliora, bien qu'Élise franchisse parfois certaines limites en raison de sa curiosité excessive. La relation entre Thomas et Sophie non seulement survécut aux difficultés qu'ils affrontèrent, mais se renforça et devint plus chaleureuse, tendre et délicate. Le couple commença à envisager sérieusement d'avoir un enfant. Maintenant, ils se sentaient prêts à être parents parce qu'ils avaient trouvé une confiance mutuelle inébranlable après avoir surmonté tant de douleurs ensemble. Thomas et Sophie n'avaient plus peur de rien. Les difficultés associées à l'arrivée d'un bébé semblaient insignifiantes comparées à l'immense joie d'être maman et papa. La vie avait fait un virage à 180 degrés en seulement quelques mois. Les épreuves qu'ils avaient traversées les avaient conduits à un nouveau bonheur. Et ce qui semblait désespéré et sombre s'avéra être la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Maintenant, ils étaient une famille vraiment unie, capable de surmonter n'importe quoi ensemble. Fin de l'histoire.